Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Les vocations naissent souvent très tôt. Franz-Olivier Gisbert, âgé de 9 ans à peine, avait décidé, après avoir lu 93 de Victor Hugo, qu'il serait écrivain. Journaliste reconnu, écrivain à succès et patron de presse audacieux, Franz-Olivier Gisbert est semble-t-il parvenu à réaliser tous ses rêves, ou presque. Dans la fresque littéraire et médiatique où évolue cet artisan des lettres, il manque un élément, et non des moindres, pour parfaire le décor, l'Académie française, rejoindre la fabrique des mots. Recalé de 2 voix, le privant momentanément des 13 suffrages nécessaires pour accéder au fauteuil numéro 19, qu'occupait Jean-Loup Dabadi sous la coupole, Franz-Olivier Gisbert sait l'immortalité à portée de main. Dans cet entretien, réalisé à l'occasion du premier Salon du Livre du Pradet, organisé par Jérôme Lévy, le fondateur des Entretiens du Sud, Franz-Olivier Gisbert revient sur l'origine de sa passion pour la littérature et l'écriture, son engagement de journaliste, et cette envie d'habit vert, nourrie par la longue et solide amitié qui le lie à plusieurs académiciens, et son amour de toujours pour la langue française. Bon, j'aurais du mal à me définir, mais je peux dire que je suis un petit garçon qui a passé les premières années de sa vie aux États-Unis, qui après a été élevé en Normandie, un père américain, qui a fait le débarquement d'Iday, débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Une mère prof de philo, donc enfance en Normandie, après aussi un bout d'enfance, ou de jeunesse en tout cas, en Provence, dans le Vaucluse, petit village de Mérindol. Et puis ensuite, la vie à Paris, et puis Marseille. Moi, je dirais que c'est plutôt ça qui me définit. Après, il y a le personnage public, mais on peut épiloguer dessus. Mais ma vraie personnalité, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, en fait, je suis français. Je suis français, mais je suis né aux États-Unis d'un père américain et d'une mère française. Et c'est vrai que je suis de culture française et que j'ai passé, disons, l'essentiel de ma vie en France. Je me sens tout à fait marseillais. Alors, si tant est que Marseille soit une identité ou un pays, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent de la France, enfin de l'esprit français. Et c'est vrai que quand je suis à Marseille, je me sens vraiment chez moi. C'est pas le seul endroit de la France où je me sens chez moi, il faut pas exagérer. Je me sens chez moi dans plein de villes de France. Mais parce que ça fait des années que j'y vis et que j'y suis. Et j'ai des racines. Moi, vous allez me dire c'est des fausses racines, mais enfin depuis le temps, ça fait plus de 20 ans. Elles ont fini par... j'ai pris racine à Marseille, mais c'est vrai que j'ai pris racine aussi en Provence, dans le Vaucluse. J'ai pris racine en Normandie. Chaque fois que je vais là-bas, je me sens aussi avec beaucoup de nostalgie. Donc, je suis de sang mêlé, si vous voulez, avec un peu de sang normand, du sang provençal, mais qui n'a jamais existé, que dans mon imagination, mais enfin qui est là, parce que je me sens totalement provençal, du sang américain, du sang anglais, du sang écossais, toutes sortes de sang. Alors, j'ai eu une sorte de coup de foudre littéraire quand j'étais jeune, je devais avoir 9 ans, et j'ai lu 93 de Victor Hugo, et après avoir lu 93, j'ai décidé que je serais écrivain. C'est très étrange, une sorte de coup de foudre. Et d'ailleurs, Victor Hugo est devenu mon héros. Après, j'ai lu tout Victor Hugo. Après, je suis passé à Balzac, j'ai Flaubert, Maupassant. Après, les étrangers, Dostoïevski, Tolstoï, Steinbeck, etc. Enfin bref, Dickens, tout. J'ai dévoré énormément de bouquins dans ma jeunesse. J'écrivais des petits romans d'une vingtaine de pages, trentaine de pages. J'écrivais des pièces de théâtre, je faisais de la poésie, je poussais même la présomption jusqu'à écrire mon journal. Vous savez, quand vous êtes un adolescent, vous n'avez pas grand-chose à raconter. Et j'avais ça dans le sang, je voulais être écrivain. Et finalement, je le suis devenu. Mais que je devienne écrivain, c'est quelque chose qui affolait ma mère. Parce que d'abord, elle vivait avec mon père qui était lui-même une sorte d'artiste maudit, enfin artiste peintre, qui avait du mal et qui faisait des métiers de substitution, qui travaillait, qui était dessinateur industriel.
Et elle pensait qu'un métier artistique, c'était bien quand on avait un autre métier. Donc elle me disait, mais si tu vas être écrivain, c'est très bien, mais il faut que tu sois prof, il faut que tu fasses autre chose. Tu peux être avocat, tu peux faire... Enfin voilà, faut vivre, sinon tu auras une vie trop difficile. Et donc, pour lui faire plaisir, j'ai fait des études de droit et je m'apprêtais à être avocat comme tous les grands timides, parce que j'étais très timide à l'époque, je ne pouvais pas aligner deux phrases en public. Et donc j'essayais de vaincre cette timidité. Et puis je découvert le journalisme dans un stage d'été. Je me suis dit, ça y est, bon voilà, tout de suite, enfin, on m'a proposé de m'embaucher, de me proposer. Et donc je me suis orienté comme ça, spontanément, c'est venu presque à la limite, enfin à la vitesse de la lumière sans que je me rende compte. Et je suis parti dans le journalisme. Mais il y avait toujours, même quand j'étais journaliste, et ça marchait bien, je suis arrivé au Nouvel Observateur, tout s'est très bien passé très vite. Donc en 1971, j'avais mon petit rond de serviette au Nouvel Observateur, mon bureau, mon téléphone, j'étais chez moi là-bas. Mais, comment dire, j'étais toujours démangé par le démon de la littérature, de l'écriture aussi. Et donc j'ai commencé à écrire des livres, à enfiler des livres. J'en ai fait là plus d'une quarantaine. J'en ai fait aussi sous d'autres noms, parce que j'étais nègre à une époque, pour les éditions du Seuil. J'écrivais des livres de personnalités différentes, où je réécrivais, on appelle ça rabouter des livres. À l'époque, c'était Jacques Julliard qui dirigeait une collection au Seuil, aux éditions du Seuil. Et c'est vrai que je travaillais pour lui. J'étais jeune, hein, j'avais dans les 20 ans, 21, 22, 23. Et puis après, j'ai commencé à écrire mes propres livres. C'était un petit peu long, j'étais un peu intimidé, j'ai eu du mal à me lancer. Et puis finalement, c'est parti. Il y a plusieurs formes d'écriture. Quand on écrit un article, c'est pas du tout comme quand on écrit un roman ou quand on écrit de la poésie, par exemple. Tout ça est très différent à chaque fois. Écrire un article, en fait, c'est une technique. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une technique, c'est que dans mes jeunes années, quand j'étais jeune journaliste, je parle donc du début des années 70, je me souviens, j'avais une capacité d'écriture, une production, si vous voulez, de 1500 signes par heure. Et très vite, c'est monté. Je me suis rendu compte très vite, au bout de quelques années, j'étais à 3000 signes par heure. Et puis après, c'était 4500 signes par heure. Et puis après, ça montait à 6000 par heure. Même, on peut aller très vite. Il y a un moment, même, on a l'impression que la machine à écrire ne suit pas. Vous voyez, ou le clavier, ça va trop vite parce qu'en fait, ce sont des mécanismes. C'est une technique en fait, et on voit très bien, on apprend ça. Vous savez, c'est d'apprendre le geste pour toutes sortes de métiers. On est totalement dans la technique. Alors le roman, lui, c'est tout à fait différent. Le roman, je dirais même l'essai politique, par exemple, parce que j'en ai fait quand même, ou même l'essai tout court, c'est plus un problème d'inspiration. L'inspiration ne vient pas comme ça, donc il faut se mettre en situation. Il faut travailler plutôt le matin, sinon le soir, on n'est pas bon. Il faut peut-être que dans la nuit, le cerveau ait travaillé, trouver des ouvertures, des pistes, on ne s'en rend pas compte, mais le cerveau travaille la nuit. Et donc, c'est un type d'écriture très différent, parce que moi, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai quand même lu, non seulement lu évidemment des centaines et des centaines de livres, mais j'ai écrit quand même plus d'une quarantaine de livres. Et c'est vrai que je me rends compte que la production, ou la productivité, ne manque pas du tout avec le temps. C'est-à-dire, je devais écrire, à mon avis, au début, peut-être 5000 signes par jour. C'est-à-dire, il y a 50 ans, quand j'ai commencé à écrire des bouquins. Et je suis toujours à 5000 signes par jour. Ça n'a pas changé. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas du tout le même type d'écriture. En fait, quand vous écrivez un roman, c'est le contraire du journalisme. Il faut débarrasser de la technique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les romans de journalistes souvent posent problème. C'est qu'ils sont écrits en journalisme, mais c'est une autre langue. C'est une langue avec des tics verbaux, et c'est normal, parce que voilà, pour faire avancer les choses, dire les choses, c'est même une façon de prendre le lecteur au départ avec des mots forts, et puis après on raconte son truc, et puis une anecdote, et puis encore quelques phrases générales, et puis encore à nouveau une anecdote avec une formule de fin. C'est un article, c'est une technique, je crois qu'on ne le dira jamais assez, alors que un livre, enfin un roman, ça relève absolument de l'inspiration. Et l'inspiration, elle ne se décrète pas. C'est-à-dire, d'abord, elle vient ou elle ne vient pas. Il y a des moments où on a des pannes, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on tourne en rond. Quand vous écrivez un article, vous n'avez jamais de panne. Un article, vous pouvez l'écrire le soir. Moi, je sais, alors qu'un roman, je ne peux pas écrire le soir.
Le soir, il n'y a plus rien, c'est vide. Vous voyez, si je me mets à ma table de travail à 10h du soir, il n'y a rien, il ne sort rien. Alors que si je me mets à table de travail pour écrire un article à 3h, pas à 3h du matin, mais disons à 11h du soir, il n'y a pas de problème, je vais écrire mes 2000, 3000 signes assez vite. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont ce qu'on appelle la fièvre verte. D'ailleurs, il y a des écrivains qui ont écrit là-dessus. Et moi, j'ai jamais eu la fièvre verte. D'ailleurs, on m'a souvent proposé, j'avais beaucoup d'amis à l'académie depuis toujours, et on me disait, viens, tu devrais venir. Vous voyez, c'était il y a longtemps déjà, du temps de Maurice Druon, Jean d'Ormesson, Marc Fumaroli, etc. Et puis, je disais non parce que ça correspondait pas à mon style de vie. Je vivais beaucoup dans le sud. Et je me voyais pas aller dans une institution où je ne viendrais jamais, ou peu, vous voyez, parce que de toute façon, ça correspondait pas du tout à ma façon de vivre. Et puis j'avais d'ailleurs une vie extrêmement occupée, je faisais beaucoup de choses. Bon, avec le temps, j'ai commencé à faire de moins en moins de choses. Je fais mon éditorial pour Le Point, chaque semaine, chaque jeudi, il sort dans Le Point, et puis après sur le site. Je fais également un éditorial sur Radio Classique, tous les jeudis à 8h40. Mais ce sont mes seuls rendez-vous fixes obligations. Donc j'ai le temps. Et puis en fait, pour des raisons, disons, personnelles, un problème avec un enfant, etc., je commençais à aller beaucoup plus à Paris. Et puis un jour, un de mes amis de l'académie m'a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas ?» Et je me suis dit oui. Alors, je n'ai peut-être pas fait une campagne géniale, comme il faut, etc. Peut-être parce que, justement, peut-être que j'étais un peu insouciant ou désinvolte. Bon, enfin, c'est passé tout près. J'ai eu pas de chance de voix près. Enfin, c'est vraiment pas de chance parce que je sais enfin, voilà, j'ai des gens qui devaient voter pour moi qui finalement sont pas venus pour des raisons d'ailleurs tout à fait estimables qui étaient liées à leur état de santé. Et je comprenais très bien. C'était pas un souci. Et donc, ça ne s'est pas fait. Alors après, ce qui est vrai, c'est que quand j'ai été battu à 2 voix, ce qui est quand même en général, c'est une façon de vous inciter à vous représenter, c'est vrai que j'étais pas du tout abattu, ça a frappé. Alors, ce qui était quand même un très bon moment, je vais vous dire, parce que je vais vous dire la vérité, l'académie, en fait, j'étais très content de cette expérience. Et j'ai tiré un certain plaisir à être battu, parce que j'avais des amis très proches à l'académie, des gens que j'aime beaucoup et qui étaient adorables et qui étaient beaucoup plus malheureux que moi. Et ça m'a fait plaisir parce que, voilà, l'amitié, ça fait plaisir, vous savez. Et c'est des gens qu'on connaît. Et puis, mais sauf que l'amitié, vous savez, ça se révèle à certains moments, des gestes, des paroles, voilà, parce qu'on est tous plus ou moins pudiques. Et là, voilà, j'ai aimé le nombre de réactions que j'ai reçues, c'était juste, oui, ça suffisait à mon bonheur. Alors, je dis pas que j'étais heureux d'être battu, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais en fait, j'ai bien aimé la réaction de beaucoup de gens, et moi-même, bon, j'ai pas été humilié, donc voilà. Après, est-ce que je me représenterai, est-ce que je me représenterai pas, on verra bien. Vous savez, ça vient comme ça, d'instinct, ça vient ou ça vient pas. C'est possible que ça vienne, puis peut-être ça viendra pas. Je ne crois pas du tout à la postérité qui, comme le disait très justement Louis-Ferdinand Céline, est un discours aux asticots. Mais c'est ça quand même. Invoquer la postérité, c'est faire un discours aux asticots. C'est pas du tout dans ce sens-là. Et moi, j'écris pas pour la postérité. Je sais qu'il y a, par exemple, Philippe Solers qui a dit un jour, écrire, c'est voilà, écrire pour les autres plus tard, dans une sorte de prolongement comme ça, pour écrire pour les générations futures. Moi, je me sens pas du tout comme ça. Moi, j'écris pour les lecteurs. C'est-à-dire, c'est clair, je ne m'en cache pas. C'est-à-dire, j'écris pas pour vendre, ça c'est très bête et très con, mais j'écris pour les lecteurs, pour envoyer des messages sur des sujets qui me tiennent à cœur, que ce soit par exemple des livres que j'ai pu écrire, par exemple sur la foi, sur par exemple la dernière fois que j'ai rencontré Dieu, des romans sur, par exemple sur notre affreux XXe siècle, la cuisinière d'Himmler, où je vois on voit bien il n'y a pas une idéologie pour rattraper l'autre, ou une autre histoire comme le Schmock, ou l'arracheuse de dents aussi, où je parle de la Révolution française attention, ce sont des romans, il y a des histoires avec des personnages de sang, de chair et d'os, mais voilà, j'écris pour le plaisir de raconter des histoires, de faire vivre des personnages et de les suivre.
Vous voyez, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'ils finissent par vous habiter, vous écrivez sur leur dictée, et c'est un grand bonheur d'écrire comme ça. Moi, je suis vraiment, je- je- comment dire, tous les jours, je rends grâce à Dieu de ce bonheur que j'ai voilà, de raconter des histoires, de pouvoir le faire, et en même temps, de le faire pour des lecteurs qui sont plus ou moins nombreux selon chaque livre. J'ai eu des gros succès. J'ai eu aussi des livres qui n'ont pas marché et dont j'étais quand même content, qui ont eu trouvé leur public parce que justement, c'était des choses, je savais que ça marcherait moins, mais j'avais envie de les dire, j'avais envie qu'elles soient reçues. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu ce qu'on appelle, vous savez, le cercle des lecteurs. Tous les auteurs n'ont pas la chance d'avoir ça. C'est-à-dire, grâce à des prix littéraires qui m'ont fait connaître. Et voilà, j'ai trouvé, enfin, quoi que je fasse, j'ai toujours des lecteurs qui attendent mes livres, et voilà, et ça, vous pouvez pas savoir la joie que c'est. Donc, on sait qu'on doit beaucoup aux lecteurs, vous voyez. Donc, je fais pas partie de ces écrivains qui disent les électeurs, ça compte pas. Et les lecteurs, pardon, ça ne compte pas, ça, lapsus intéressant. Mais les lecteurs, ça n'est pas. Non, moi, j'ai besoin de lecteurs, mais c'est vrai, si j'en ai pas des masses, j'ai fait des gros best-sellers dans le passé, c'est bien. Mais si j'en ai moins, ou si j'en ai plus, pour moi, c'est toujours un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tendance à préférer les livres qui ont beaucoup marché, par rapport à ceux qui ont moins marché. Pour moi, le métier d'académicien, c'est quelque chose que, voilà, spontanément, ça m'intéresse. C'est pas l'immortalité, évidemment. C'est en fait quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant, comment dire, de se retrouver dans la maison qu'on fréquentait avant vous, Chateaubriand, Victor Hugo et tous les autres. Bon, ça c'est évident. Mais moi, c'est pas tellement ça. J'adore le français. Je suis une sorte de malade du français, maniaque. J'ai tous les dictionnaires possibles et imaginables, le ménage, le furetière, enfin, je ne veux pas faire la liste, mais ils sont là, ils prennent beaucoup de place parce que ce sont des dictionnaires des temps anciens, mais qui sont énormes, plus tous les mots de la langue française qui disparaissent. Un excellent dictionnaire des mots oubliés qui est sorti. Et je suis, comment dire, un type qui est capable de passer 1 heure ou 2 à lire un dictionnaire. Vous voyez? Et depuis toujours. Depuis, c'est pas un truc que j'ai inventé. Je pense que c'est mon père, qui est américain, qui m'a un peu inoculé ça, puisque je voyais beaucoup lire des dictionnaires, et j'ai un grand plaisir, savourer les mots, des mots nouveaux qui ont disparu, que j'essaie de faire revenir dans la langue française. Par exemple, c'est un combat que je mène, par exemple, à travers chaque livre. Il est rare, vous ne trouviez pas dans mes livres des mots comme fruition, par exemple. Fruition, c'est la montée du désir. Il faut 2 mots pour dire ça. Pourquoi pas un seul mot, fruition, qui existait il y a plus de 2 siècles, qui était là et qui était employé régulièrement. Arriviste, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce mot. Mais je préfère grimpion. C'est plus drôle, le type qui monte. Voilà, bon. Après, il y a un mot que j'aime utiliser, même s'il ne sonne moins bien que ceux que je viens de citer. C'est ramontevoir, ce qui veut dire se souvenir avec nostalgie. C'est magnifique. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, je peux vous en parler comme ça, on pourrait faire ça pendant des heures. Frivoler, par exemple, pour une personne frivole, j'adore le petit côté avec ET à la fin. Bon, il y a plein de mots comme ça. Je suis gourmand des mots, j'aime les mots, j'ai des dictionnaires de toutes sortes. Et ça, c'est vrai que comment dire, et pour moi, c'est ça l'Académie. C'est la gardienne du français, de la langue. Et c'est quoi notre culture? C'est notre langue. D'abord. Donc, moi, je suis marié avec la langue française. J'aime la langue française plus que tout, enfin, plus que toutes les autres langues. Je parle l'anglais, évidemment. Je parlais l'allemand autrefois. Mais c'est vrai que j'aime le français et j'étais heureux d'être dans, disons, le temple de la langue française. Je crois que c'était ça, peut-être, une motivation forte. Et il y avait cette motivation forte avec celle de retrouver des amis. Ah non, mais là, il y a des règles très strictes, il faut suivre ces règles. Enfin, j'ai toujours été capable de le faire, il faut le faire. Moi-même, c'est vrai, j'étais journaliste, et quand j'ai été journaliste, j'étais volontiers gouailleur,
insolent, je disais les choses, j'ai toujours été comme ça. Et puis, je dis ça d'ailleurs aux jeunes qui viennent me voir, surtout ne faites pas carrière si vous voulez faire quelque chose dans ce métier. Il faut... Bon. Mais en même temps, avec le temps, j'ai pris aussi des responsabilités. Quand vous êtes PDG, voilà, vous tenez des conseils d'administration, voilà, je sais me tenir, vous voyez ce que je veux dire, je suis capable de rentrer dans un cadre. Après, je dis pas que chez moi, je vais rester et rentrer avec le cadre, c'est-à-dire je vais pas forcément porter le bicorne à la maison. Vous voyez, je serai différent. Mais bon, ça, tout le monde a différentes vies, et ça, c'est peut-être une vie avec les autres, elle peut s'accommoder des autres. Je suis à un âge où on peut mourir à tout moment, mais comment dire, j'ai pas d'obsession. Et puis on verra bien, vous voyez ce que je veux dire. C'était bon, là, c'était un petit tour. Bon, beaucoup d'amis m'avaient dit que ça pourrait se passer comme ça, parce que la première fois, on aime bien. Bon, on verra bien pour la suite. Enfin, vous voyez, je suis pas pressé. On verra.